de débat. Resuming debate, l'honorable député de Louis-Saint-Laurent. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis très heureuse de pouvoir m'exprimer aujourd'hui au sujet du projet de loi C-587 du député d'Okanagan-Shuswap. Je suis aussi très heureuse d'apprendre qu'il existe un endroit au Canada qui s'appelle Shuswap. J'ai regardé un peu de quoi ça avait l'air et vraiment ça a l'air d'un endroit magnifique, Monsieur le Président. Alors, j'espère pouvoir visiter un jour. Le projet de loi C-587 modifie notre code criminel afin de prévoir que le délinquant déclaré coupable de l'agression sexuelle, de l'enlèvement et du meurtre d'une personne reçoit une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant l'accomplissement de 25 à 40 ans de la peine. Les discussions qui traitent de modifications au code criminel, Monsieur le Président, je vais être honnête avec vous, elles me rendent un petit peu mal à l'aise et un peu nerveuse parce que, personnellement, je suis pas avocate, puis je prétends pas comprendre toute la portée de ces changements-là. D'ailleurs, au premier abord, je comprenais mal cet empilement de voies de fait énumérées dans le projet de loi, comme si les crimes triplement odieux étaient monnaie courante au Canada. Et non seulement ça, comme si une punition digne de ce nom faisait défaut au code criminel tel qu'il est présentement. Bien sûr, Monsieur le Président, c'est pas du tout le cas, ni pour l'un ni pour l'autre. Mon malaise de non-initié est donc, selon moi, assez justifié. D'ailleurs, je trouve étrange que ce soit un député de l'arrière-ban qui dépose un projet de loi pour modifier notre code criminel. Il me semble que c'est le ministre de la Justice qui devrait se charger des modifications aussi cruciales pour que le projet de loi puisse avoir une étude digne de ce nom. Une initiative de ce genre, selon moi, devrait être beaucoup plus solennelle. Il y a un côté très cavalier à tout ceci qui m'inquiète. L'esprit qui anime ce projet de loi se révèle immédiatement à sa lecture. Je dirais qu'il s'agit tout simplement d'une exagération, d'une surenchère typique chez les conservateurs qui cherchent à surpunir ou à punir en double. Derrière cette approche, on devine la croyance qu'ainsi, on allège les souffrances des victimes, de ceux dont le quotidien est ébranlé par l'acte criminel. Mais le premier ombudsman pour les familles, pour les victimes de crimes, a dit, et je cite, « Ce projet de loi n'est que de la poudre aux yeux. Je pense que c'est une fausse promesse. La mesure serait au mieux utilisée quelques fois par année, mais ne changerait rien pour les familles des victimes. » Bien sûr, à nouveau, on revient bêtement à la philosophie de l'Ancien Testament, celle de l'œil pour œil, dent pour dent. Et par le fait même, on insiste sur le rôle des victimes, en le rendant en quelque sorte inaliénable. La victime devient cet être rescapé qui doit sans cesse prouver, grâce à sa douleur, l'efficacité rédemptrice de la justice. On maintient donc la victime dans son rôle de victime pour pouvoir justifier une punition sans cesse renouvelable. L'instrumentalisation de la douleur de cet acte criminel grave fixe pour toujours le besoin de justice totale. Le crime devient acte éternel qu'il faut revivre chaque jour pour assouvir le besoin de punir et repunir. Parce qu'en punissant, on affirme à rabais son propre sens moral. En fait, j'oserais dire, ce qui anime vraiment ce genre de réflexion sur l'efficacité de notre code criminel et ce qui est à la base même de ce projet de loi, c'est une croyance irascible en la validité de la peine de mort. La vraie justice se cacherait par là. Mais puisqu'on ne peut pas ramener la peine de mort, notre Constitution l'interdisant, on veut sans cesse s'en approcher le plus possible. Si on ne peut pas exécuter, on va punir en triple. On veut brandir les peines totales et irrévocables. Sûrement, avec toute cette inflexibilité, en bout de ligne, on va finir par se sentir mieux. Les experts, pourtant, sont unanimes à ce sujet. Notre système judiciaire fonctionne très bien et nous n'avons pas besoin d'une quelconque surenchère complètement émotionnelle et inapplicable. Le crime est un acte émotif. La justice n'est pas censée l'être. Je crois que cette discussion que nous avons aujourd'hui n'est pas une primeur. C'est un mécanisme un peu usé. Le Parti conservateur désire interpeller sa base partisane et propose des projets de loi grandiloquents sur les droits des victimes et crie à la guerre sainte contre le crime. Immédiatement, le NPD se voit coincé de prêcher la modération et l'état de droit tel qu'il prévaut. Et on nous accuse d'être des vadrouilles pleurnichardes qui chercheraient à réhabiliter Satan lui-même. Oh, the NDP is soft on crime. Le pardon, c'est des mièvreries de gauchistes. La réalité, c'est que le Canada, c'est un pays qui est très peu affligé par la criminalité. Les conservateurs confondent le Canada avec les États-Unis, peut-être. Ça serait pas la première fois. Quelle est la différence fondamentale entre les États-Unis et le Canada? Justement le fait que nous réhabilitons les criminels. Les sentimentalités de vadrouille que je mentionnais plus tôt y ont contribué à faire de ce pays un des pays les plus sécuritaires et tranquilles au monde. L'Association du barreau canadien affirme, et je cite, « Il n'est pas d'avis que les Canadiens et les Canadiennes seraient bien servis par un système qui verrait les condamnés passer tout le restant de leur vie derrière les barreaux sans jamais avoir l'espoir de libération. Même les personnes qui sont condamnées pour homicide, le plus sérieux de tous les crimes,
devraient pouvoir savoir qu'il existe une chance, si infime soit-elle, de bénéficier de la possibilité, une fois qu'elles auront purgé une importante partie de leur peine derrière les barreaux, d'être remises en liberté au sein de la collectivité et de jouer un rôle utile dans la société, dans la mesure où leur comportement durant emprisonnement aura été tel qu'elles méritent un tel privilège. La notion la plus condamnable qui serait introduite dans le Code criminel par C-587, c'est cette notion de relativité. C'est très mal comprendre le système judiciaire que de croire qu'une punition se choisisse ad hoc et qu'un critère aussi aléatoire ait sa place dans notre justice. Derrière ça se cache la notion que la justice humaine n'est pas suffisante et qu'elle requiert une part de colère divine pour vraiment affranchir les victimes. Je ne suis pas avocate, mais je sais que le Moyen-Âge est révolu et que la notion de justice a progressé depuis que l'Espagne a aperçu l'Amérique. Non, nous n'allons pas rétablir les bûchers pour faire plaisir à l'électeur conservateur. La justice est un système, pas une plateforme électorale. Dès qu'on retire la moindre parcelle de rationalité du système judiciaire, on le fragilise. En fait, on retire du pouvoir aux juges qui doivent dorénavant décider sur des notions aléatoires. Un crime reste un crime. Une chose abjecte est immonde. Et la seule chose qui nous en affranchit, c'est la stabilité judiciaire. Comment cette notion de gravité pourrait être mesurée? Comment assurer une égalité devant le droit dès qu'une notion de relativisme est introduite dans l'équation? J'aimerais beaucoup que le député d'Okanagan Shuswap m'explique clairement ce problème. Quelle est la lacune que cherche à combler ce projet de loi? Présentement au Canada, une période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle de plus de 25 ans est possible en vertu du droit criminel canadien. Cette période est conforme avec le droit pénal international. Notre adhésion au statut de Rome de la Cour pénale internationale concorde avec notre longue tradition d'État de droit, juste et mesuré, et exemplaire sur la scène internationale, que les conservateurs endommagent systématiquement en isolant le Canada dans le monde. C'est déplorable d'avoir à être témoin de la dégradation de notre statut de médiateur à cause des actions de notre gouvernement. On repousse la période d'inadmissibilité à la liberté conditionnelle de 25 ans à 40 ans. En quoi cette prolongation améliore-t-elle notre système judiciaire? La seule raison pour laquelle une telle peine serait valable serait par son effet dissuasif. Sauf qu'il s'agit d'un crime tellement rare qu'il semblerait que les lois de la civilisation suffisent amplement à dissuader ceux qui seraient tentés par les kidnappings, viols ou meurtres. Oui, ce genre de crime est absolument odieux. Mais présentement, notre système sévit ces rares manifestations de façon sévère et juste. Ce n'est pas parce que ce crime est une hyperbole en soi que nous devons perdre toute mesure en le punissant. C'est à nous à être mesurés, pas aux criminels. En conclusion, Monsieur le Président, j'ai voté contre ce projet de loi émanant d'un député parce que je pense qu'il est temps qu'on arrête de se servir des victimes pour faire des changements inutiles à notre système judiciaire. Et qu'en bout de ligne, si le gouvernement conservateur voulait à ce point-là faire des changements à notre code criminel, il n'avait qu'à le faire qu'avec un projet de loi du gouvernement pour qu'il puisse être étudié comme tel. Merci, Monsieur le Président.